Vous pensiez que la composition, c'était surtout une histoire de dessin, de placement, d'échelle, de cadrage, de ligne de force, etc. Et qu'une fois que tout ça a été posé, il suffisait de mettre en couleur pour que ça fonctionne? Bah, ça se passe pas toujours comme ça. La couleur peut anéantir une bonne composition, elle peut la rendre molle, ennuyeuse, ou au contraire bruyante et illisible. Et surtout, composer, c'est raconter. Avec la même structure de dessin, vous pouvez changer toute l'histoire rien qu'en modifiant les couleurs. Ici, c'est un moment de repos partagé en toute liberté entre deux amis, et là, un petit déséquilibre relationnel. Bonjour, je suis Charlotte d'un autre atelier, et aujourd'hui je vais vous montrer comment transformer en 3 étapes la perception et la lecture d'une composition grâce à la couleur, pour qu'elle devienne lisible, expressive et narrative. Si quelqu'un vous envoie un texte à lire et que ça ressemble à ça, ça vous donne envie de vous y plonger? Et s'il y a un titre en gros et en gras dedans, ça change la donne, non? Et bien pour les images, c'est pareil. Il faut déjà qu'elles captent notre attention pour qu'on ait envie d'y entrer et de découvrir l'histoire qu'elles nous racontent. On ne voit qu'elle, cette femme en rouge dans la foule noire. On peut dire qu'elle sait se faire remarquer. Alors certes, c'est une très belle femme qui roule des hanches avec assurance, le sujet ça compte, mais si on mettait une poubelle à la place, ou même un simple carré rouge, eh ben ça fonctionnerait tout de même, par simple effet de contraste. En créant un point de contraste fort, on attire immédiatement l'œil du spectateur à l'intérieur de la composition. L'impact visuel est immédiat. Le contraste, c'est une différence tellement importante entre deux éléments qu'ensemble, ils créent comme un aimant visuel. On a besoin d'au moins 2 éléments pour créer du contraste. Par exemple, une femme en rouge dans une foule noire. Ici, on a une couleur très saturée dans un univers plus terne. C'est ce qu'on appelle le contraste de saturation. Il existe plusieurs types de contrastes en couleurs, et encore plus de types de contrastes communs avec le dessin. Ça pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une vidéo en soi, parce que c'est un des outils les plus puissants de l'artiste. Mais pour en citer déjà quelques-uns. Le contraste de saturation, quand une couleur est très vive dans un environnement plus terne. Le contraste de valeur, quand un des éléments est clair et que l'autre est sombre. Et le contraste de teinte, quand les deux éléments ont des couleurs vraiment bien différentes. Regardez cette nature morte de Clément Serveau. Quelle zone accroche le plus votre œil? Celle-là, n'est-ce pas? Ou alors celle-là, peut-être. En tout cas, ça se passe ici. Et regardez ce qui se passe si nous n'avions pas autant de contrastes. On peinerait vraiment à rentrer dans l'œuvre. Cela dit, on n'est pas obligé d'appuyer sur le champignon et de faire éclater un noir pur, un blanc pur ou une couleur hyper vive pour créer du contraste. Regardez ici chez Morandi, le contraste est beaucoup plus doux et discret car les couleurs sont désaturées. Mais il est tout de même bien présent. C'est un contraste de saturation et de valeur, orange clair sur gris foncé. Créer un point de contraste, c'est mettre toutes les chances de son côté pour attirer l'œil dans la composition. Mais une fois que l'œil est dans l'image, il cherche à comprendre rapidement où il est, ce qu'il voit, ce qu'on cherche à lui dire. Et c'est là que la couleur exprime son deuxième pouvoir, celui d'organiser le récit. Et c'est notre deuxième étape. Reprenons l'analogie entre peinture et mise en page de texte. On est donc passé de ça à ça. On a capté le regard, c'est super, mais maintenant, il faut lui donner envie de rester. Et pour ça, il faut dégager les grandes idées, pour que le spectateur s'en fasse un avis rapide avant de décider ou pas de s'y plonger. Vous admettrez qu'en apercevant ça nous donne tout de suite un aperçu clair. C'est de nouveau exactement la même chose en peinture. L'image, d'autant plus si elle est figurative, doit apporter un minimum de lisibilité. Il s'agit donc pour l'artiste de dégager les grands éléments en les dissociant les uns des autres. Et si un texte a des chapitres et des paragraphes, une image, elle, est structurée en masse de couleurs. Plus deux éléments créent un contraste fort dans leur teinte et leur valeur, plus ils se détachent l'un de l'autre en créant 2 entités indépendantes. Par exemple, des fruits rouges sur une assiette bleue, ou un citron jaune et un pichet bleu outre-mer. Plus 2 éléments sont proches dans leur teinte et leur valeur, plus ils fusionnent pour créer une sorte d'entité indistincte. Par exemple ici, il existe relativement peu de contraste entre les différents fruits et éléments de cette nature morte. L'œil envisage donc un groupe d'objets sans accorder plus d'attention à l'un ou à l'autre. La couleur permet donc autant de fusionner que de dissocier. Et ça, c'est très important lorsqu'on veut raconter une histoire visuellement. Les bases d'une histoire, c'est d'installer les personnages principaux. Regardons cette peinture de Clément Serveau. L'histoire qui est racontée, 2 femmes se reposent en extérieur. L'une lit, l'autre a mangé trop d'abricots et fait la sieste repue au soleil. On a 2 protagonistes dans un contexte. Ce contexte, on peut le détailler. Un arbre, 2 tissus posés sur l'herbe, des buissons, une plage au loin, la mer, un rivage à l'horizon. Mais ces éléments ne sont pas individualisés. Ils créent ensemble
un décor. Le peintre les a fusionnés en les rapprochant dans leurs couleurs. Si le sujet est clair tout de suite, c'est parce que les femmes se détachent par gros blocs de couleurs contrastés dans un contexte constitué de couleurs assez similaires. L'artiste ne cherche pas à attirer notre attention sur la plage, l'horizon, la nappe ou le bosquet, mais bien sur les deux femmes et leur activité. Regardez ce qui se passerait si chaque élément du décor était individualisé. Au lieu de se retrouver avec un sujet simple à envisager, deux femmes qui se reposent, on aurait une composition hyper compliquée où tout attirerait notre regard et on ne comprendrait pas ce dont ça parle. Et c'est une erreur ultra courante chez les débutants en couleur, vouloir individualiser tous les éléments de la composition, accorder autant d'importance à un détail anecdotique qu'à un personnage principal. Ça, c'est une règle ultra importante en dessin et peinture. Si on cherche à tout dire, on ne dit plus rien. Cela dit, attention, on peut très bien décider que ce soit l'arbre qui est un personnage principal. Et regardez ce qui se passe ici dans ce tableau de Corot. C'est la masse de l'arbre qui se détache du ciel et qui nous indique le sujet principal. Le personnage sous l'arbre, lui, n'est pas individualisé dans sa couleur. Bien sûr, ici, le cadrage se fait autour des deux femmes qui occupent la majeure partie du cadre, mais même sans changer la composition. Si on organisait nos couleurs de la même manière que sur le tableau de Corot, le sujet de cette histoire ne serait plus tout à fait Paulette et Michel font la sieste, mais plutôt la sieste sous l'arbre. Vous sentez la différence ? Pour installer le récit, on veillera donc à structurer sa composition avec des blocs colorés. On créera du contraste fort sur les éléments principaux pour les individualiser et des contrastes doux sur les éléments anecdotiques pour les fusionner. La couleur organise la surface picturale, elle donne une structure visuelle à l'histoire qui s'y déroule, un peu comme un sommaire. Maintenant que le spectateur est entré dans l'image et qu'il a rapidement compris de quoi elle parle, c'est le moment de le captiver. Qu'est-ce que je veux lui transmettre ? Quelle émotion je veux lui faire vivre ? Qu'est-ce qui est important dans l'histoire que je raconte ? Et là, on entre dans le cœur de l'image narrative. C'est le troisième super pouvoir de la couleur dans la composition, sa capacité à hiérarchiser pour raconter une histoire complexe en un fragment de seconde. Rappelez-vous, si tout est important, alors plus rien ne l'est vraiment. Il s'agit donc de distribuer les rôles. Imaginez qu'on vous raconte une histoire en vous faisant simplement la liste de tous ces éléments. Une femme, une deuxième femme, un lit, une cruche, une plante, une chaise... Oh, vous risquez de vous endormir. Bah oui, une bonne histoire, ça a un rythme, des temps forts et des moments de respiration. Certains éléments sont bien plus significatifs que d'autres. L'auteur passe plus de temps à vous décrire le combat final entre le héros et le super méchant qu'à vous raconter comment il s'est lavé les cheveux le matin sous la douche. Ça semble logique, dit comme ça et appliqué à la littérature, mais c'est une erreur fréquente en couleur. Traiter les éléments du tableau comme une simple liste de courses. Une bonne histoire a besoin d'une hiérarchie et d'un rythme. C'est ce qui permet au spectateur de saisir les subtilités de la narration et de ressentir des émotions. Regardez ici, on a une composition qui n'est pas si différente du tableau de tout à l'heure et qui représente également deux femmes qui se reposent. Une femme au premier plan, une femme au second plan et un contexte. Mais l'histoire a changé. Le sujet n'est plus Paulette et Michel se reposent, mais plutôt Paulette n'est plus très sûre de sa relation avec Michel. On a désormais un personnage principal, un personnage secondaire et même une relation entre les deux. Pourquoi ? La femme allongée, appelons-la Michel, est visible, certes, mais l'artiste a rapproché les tons du second plan par leur valeur et leur désaturation. Les tons sont fusionnés. Michel est donc peu individualisée. Elle se mélange dans le décor et se confond dans les draps. En revanche, la femme du premier plan, appelons-la Paulette, attire fortement l'attention. Elle est composée de teintes plus sombres et plus saturées, ce bleu, cet orange, ce rouge vif. Elle est encadrée de noir et rouge, de couleurs très agressives ensemble, et elle est construite autour de deux couleurs complémentaires, orange et bleu. Ça attire encore plus le regard. Malgré la douceur de son expression et la rondeur de sa construction, cette femme dégage quelque chose de rigide et de quelque peu agressif. Bien sûr, d'autres indices s'ajoutent à la couleur pour raconter cette histoire. La sensation d'une forme ouverte et allongée composée comme un puzzle derrière et une forme verticale composée de blocs empilés devant. Sans compter que ces deux femmes ne se regardent pas et n'interagissent pas, ce qui est bien sûr une information précieuse. Ces deux femmes ont beau se reposer ensemble, ce moment partagé n'est pas vécu de la même manière pour les deux. L'artiste attire d'abord notre attention vers Paulette, puis nous invite à découvrir Michel un peu plus tard dans le temps du regard. On doit même faire un petit effort pour la distinguer des draps.
Cette hiérarchie crée ainsi un rythme de lecture, et ce rythme a son importance car en traitant différemment ces deux femmes, l'artiste accorde à l'une le rôle de personnage principal et à l'autre celui de caractère antagoniste. Si Paulette a l'air si rigide, si coincée et si détachée, c'est par contraste avec Michel, douce, ouverte, perdue dans les draps. Cette opposition de couleurs, sans que l'artiste ait besoin d'expliquer quoi que ce soit d'autre, crée un effet de tension qui permet immédiatement au spectateur de s'intéresser à l'histoire et de s'impliquer en se posant des questions. Se sont-elles disputées? Est-ce une rupture? Paulette va-t-elle rejoindre Michel ou bien se lever et partir? Michel l'attend-elle paisiblement ou bien est-elle en train de se refermer à la conversation elle aussi? Franchement, sur ce coup-là, tu m'as déçu, Stéphane. T'était-il vraiment impossible d'agir autrement que tel que tu aurais pu le faire autrement? Écoute, réponds-moi, Stéphane. Stéphane, je n'ai pas peur de te le dire en face. Si j'ai agi ainsi, c'est parce que je ne pouvais pas agir autrement que tel que je l'ai fait. Tu me comprends? Bien sûr que je te comprends. Mais où veux-tu en venir? Notre regard va de l'une à l'autre pour chercher des indices et va dans un troisième temps se poser sur la nature morte du premier plan gauche. Si on la voit moins, c'est parce qu'elle est plus petite, décentrée, et aussi parce que notre œil est toujours attiré davantage par l'humain que par les objets. Mais ce bouquet sombre et cette cruche blanche sont bien là. Ils comptent, et ils présentent ensemble un beau contraste. Ils ont, eux aussi, une relation, et fonctionnent comme un écho de la relation des deux femmes. Le bouquet présente les mêmes couleurs que la partie de droite, et passe devant une cruche claire, proche dans sa valeur à celle des couleurs des draps. D'anecdotique, cet élément du décor devient révélateur pour quiconque laissera libre cours à son imagination. Cette cruche représente-t-elle Michel? Et cette plante Paulette? Cette cruche est-elle vide après avoir arrosé ce bouquet? Qui se sent à l'étroit dans son pot? On peut partir très loin. Et c'est toute la beauté d'une histoire, donner à voir un récit qui soutient le propre récit du spectateur et laisse la place à ses propres projections. Par le simple usage de la couleur, l'artiste peut donc raconter une histoire complexe qu'il est possible de saisir d'un simple regard et qui permet des divagations. Il accorde plus ou moins d'importance à tel ou tel élément, permettant à l'œil de se déplacer dans l'ordre qu'il souhaite et de rebondir sur des échos. Et si l'artiste change cet écosystème coloré, il change potentiellement toute l'histoire. Mets-toi donc à ma place. Que je me mette à ta place. Ok. Voilà, qu'est-ce que ça change? Regardez ici comme ces quelques changements de couleur nous racontent une situation bien différente. La hiérarchie apporte un sens de lecture tout en accordant plus ou moins d'importance à chaque élément, donnant ainsi du sens à l'image. La couleur n'a donc pas simplement un rôle descriptif, des draps jaunes, une jupe bleue, mais bien un rôle narratif, une relation, une tension. C'est un langage à part entière qui attire l'œil dans la composition en captant l'attention, qui organise la surface du cadre pour donner à voir les grandes lignes du sujet, qui hiérarchise pour mettre en valeur ce qu'on veut dire, ce qu'on veut taire et ce qu'on veut suggérer. Une bonne composition, c'est donc pas seulement une bonne structure dessinée puis mise en couleur. C'est une intention claire qui s'incarne et se rend visible grâce à la couleur. Si ce genre de contenu vous aide à progresser, sachez que cette vidéo est un petit résumé de l'épisode 25 de notre formation couleur et qu'on explore ces questions en profondeur et en détail sur un autre atelier. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous un petit pouce, un commentaire, ça aide beaucoup à faire vivre le projet et ça nous permet de fabriquer des contenus similaires. Et en attendant la prochaine, je vous invite à regarder cette vidéo sur l'affiche de Toulouse-Lautrec où je parle pas mal d'organisation colorée, entre autres choses. À très bientôt!